parler maintenant de transition environnementale dans les industries culturelles et créatives. Et Charlotte, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on est là aujourd'hui pour discuter ensemble de la transition énergétique pour les industries culturelles et créatives. Avant de débuter, je vous propose peut-être qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter toutes les quatre. Donc moi, je m'appelle Charlotte Gourlaouen, je suis responsable crédit sur le site de Grenoble. Je m'occupe de valider les dossiers de contre-garantie sur les prêts qui sont accordés par vos banques. J'étais auparavant responsable accompagnement, donc je connais assez bien les dispositifs dont on va parler aujourd'hui. Et je suis également référente Touch pour BPI France. Je te laisse te présenter. Merci Charlotte, bonjour à tous. Je suis Anne Gargov, moi je suis en charge de programmes d'accompagnement à destination des PME et ce sont les accélérateurs BPI France. Parmi ceux-ci, notamment des programmes opérés pour le compte du ministère de la Culture. Bonjour à tous, donc Romaine Berlioz, moi je suis à la direction de l'accompagnement chez BPI France également et je suis en charge du pilotage des diagnostics qui sont des missions de conseil plutôt pour une thématique de transition environnementale. Et bonjour, moi je suis Aurore Maire, donc non BPI France, mais directrice conseil chez Utopie, qui est un cabinet de conseil dédié aux stratégies de développement durable depuis 30 ans. Et moi depuis 15 ans, je travaille à l'accompagnement de la transition des PME et des ETI en particulier. Alors déjà, peut-être pour remettre un petit peu de contexte, la Touch, c'est un mouvement que BPI France porte depuis 2020, qui vise en fait à soutenir, à promouvoir et à rassembler les industries culturelles et créatives françaises. Donc tout ça sous l'étendard du Coq Orange, bien entendu. L'objectif, c'est de générer une dynamique commune entre les entreprises du secteur d'activité et surtout de créer de l'intelligence collective. Aujourd'hui, du coup, on va parler de la transition énergétique parce que c'est un secteur pour lequel ce sujet est extrêmement d'actualité. Alors, pour commencer, peut-être, à quel moment on va commencer à se poser la question de définir une stratégie RSE ? Donc la question elle est pour moi. Il y a plusieurs déclencheurs. Quand des dirigeants, des comités de direction viennent nous voir, sans cynisme, croyez-le, parfois il y a une vraie volonté, une prise de conscience et une volonté des dirigeants d'avancer sur ces sujets. J'ai en tête récemment un équipementier sportif, le patron d'un équipementier sportif qui me disait il n'est pas pensable en réalité que mes consommateurs, qui sont des passionnés de sport de plein air, craignent d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a aussi une prise de conscience qui est parfois stimulée par les interlocuteurs de l'entreprise, donc on appelle les parties prenantes. Et alors là, ça va des investisseurs dont vous êtes, des donneurs d'ordre, mais ça passe aussi par les collaborateurs. Si vous avez en tête des études qui montrent la convergence des besoins des consommateurs. Je pense à, par exemple, une d'entre elles, l'étude Havas Meaningful Brands, qui montre qu'une large majorité, à plus des 2/3 des consommateurs dans le monde, attendent à qualité égale que les marques s'engagent. Ça dit tout de comment les entreprises sont stimulées pour avancer. Et donc, c'est souvent aussi dans les consommateurs, il y a aussi les employeurs. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la RSE comme un stimulant de la marque employeur. Et puis, il y a aussi, c'est peut-être moins évident au départ, mais la volonté parfois pour les marques de laisser un héritage, en particulier dans les industries culturelles et créatives. Là aussi, une équipe récente d'une marque de bijouterie qui me dit on fait beaucoup de choses, nos distributeurs nous demandent désormais beaucoup de choses, et pour autant, il est temps qu'on range la maison. On ne sait pas sur quoi accélérer, quoi prioriser et quoi amplifier. Et donc c'est là que le questionnement RSE survient. Ok, mais du coup, est-ce que concrètement, tu peux nous donner des exemples de sujets qui vont être abordés en priorité ? La RSE, c'est un mélange de gestion de verre à moitié vide et à moitié plein. Et donc dans le à moitié vide, il y a toutes les injonctions réglementaires, il y a toute la gestion des risques, la gestion de ses vulnérabilités, et donc des contraintes en somme. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce ne sont pas les seuls sujets à traiter en priorité. Il est très sain, vertueux, stimulant de traiter aussi le verre à moitié plein et donc de regarder les opportunités que ça peut générer.
Donc il ne faut pas attendre d'avoir commencé à gérer ces risques et à limiter ces impacts pour travailler le reste et considérer les sujets dont on va potentiellement reparler. Ok, et du coup, quelles idées de bonnes pratiques on peut avoir en tête, ou en tout cas, quels sujets de travail incontournables vont sortir lors de tes missions? Alors, le propos aujourd'hui, c'est d'intégrer la RSE à la trajectoire de développement de l'entreprise et à sa pérennité économique. Et donc, dès qu'on a dit ça, les sujets sont ceux de l'entreprise en général. Et si tout ça est trop vaste, trop vertigineux pour vous, j'ai envie de dire l'offre. Vous ne vous tromperez jamais à travailler votre RSE en rentrant par l'offre. Et si ça, c'est encore pas assez clair et concret, alors vous avez le droit, il n'y a pas une porte d'entrée. Vous avez le droit de vous dire, bon, je vais aller sur un sujet qui va me ramener plus proche de l'opérationnel. Et là, on peut en citer plein, mais puisqu'on est dans la transition écologique, je peux penser à la circularité. Là non plus, l'entreprise ne se trompera pas à travailler sur la circularité. Et la circularité, c'est quoi? Ça passe par une façon de concevoir son offre, de la penser ou de la rénover différente, en allant sur des pratiques qui ne sont pas encore assez répandues dans les entreprises dites d'éco-conception. Et là, par bonheur, il y a des aides qui peuvent vous être fournies. En tout cas, il y a des méthodes d'approche. Et là, BPI France peut intervenir. Tu veux peut-être en dire quelque chose ? Oui, effectivement. Donc, globalement, BPI France a noué un partenariat avec l'ADEME depuis 2020 pour accompagner les PME et ETI françaises sur tous les enjeux primordiaux de leur transition environnementale. Donc, parmi ces enjeux, on retrouve l'éco-conception dont parlait Aurore. Et donc, on a mis en place un dispositif subventionné par l'ADEME qui a pour objectif d'accompagner les ETI, enfin les PME, excusez-moi, à mettre en place une démarche d'éco-conception au sein de leur entreprise. Donc ça passe par quoi? Ça passe premièrement par une analyse environnementale. Donc là, l'idée, ça va être de réaliser une analyse de cycle de vie d'un produit, service ou procédé. Donc l'idée, c'est de répertorier toutes les étapes de cycle de vie de ce produit et derrière de pouvoir mettre en lumière les étapes du cycle de vie qui sont les plus impactantes pour derrière, bien sûr, mettre en place, identifier des leviers et derrière pouvoir les activer pour réduire l'impact environnemental du produit. Donc ça, c'est un dispositif qui est en place, qui coûte entre 5 et 7 000 euros pour les entreprises actuellement et qui est subventionné en grande partie par l'ADEME. Et avec ça, vous commencez à vous donner une manière objective de toucher à l'offre. On peut en évoquer d'autres, des manières, et une autre façon d'entrer dans le sujet, elle est connexe, mais c'est regarder l'entreprise par le prisme du carbone et de son empreinte carbone. Et là, il y a une manière simple de faire, c'est de mener un bilan carbone qui va vous donner exactement vos postes d'émission et là où l'entreprise est impactante et ce sur quoi elle doit travailler. Et là aussi, donc ça c'est une manière d'objectiver une façon d'entrer dans les sujets. Et là aussi, ce sont des sujets qui sont chartés aujourd'hui, en tout cas qui sont connus, et il existe un diagnostic. Tout à fait. Donc sur le même concept de toujours réaliser un bilan, un état des lieux, puis après un plan d'action de transition, le DIAC Décarbonation s'ajoute à cette gamme qu'on a créée avec l'ADEME, de réaliser donc un bilan de gaz à effet de serre. Donc là, on est plutôt à une échelle entité, plus produit. Et l'idée, c'est de calculer, comptabiliser toutes les émissions directes et indirectes de l'entreprise pour derrière, encore une fois, réduire l'empreinte carbone de l'entreprise à travers un plan de transition qui aura été élaboré par un expert. Et j'ai oublié de le citer juste avant, mais ces deux sujets sont très représentés dans le secteur des ICC. L'éco-conception, aujourd'hui, ça compte pour 15% de notre volume global, donc c'est pas négligeable. Beaucoup d'entreprises s'y engagent. Tous les secteurs, de toute façon, sont concernés par ces sujets. Et donc, sur l'éco-conception, on compte 15% et sur la décarbonation, 7%. Alors du coup, tu citais tout à l'heure les PME comme pouvant bénéficier de ce ou ces dispositifs. Concrètement, ce n'est pas réservé aux grosses boîtes. Non, pas du tout. Donc sur l'éco-conception, on s'adresse uniquement aux PME puisque c'est l'ADEME qui prend le relais pour les ETI. Et sur la décarbonation, on est au niveau petite ETI puisqu'on va jusqu'à 500 salariés, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas encore obligées par la réglementation. Mais globalement, il ne suffit pas d'être une PME ou être au-dessus de plus de 250 salariés pour être concerné par ces sujets. En moyenne, les entreprises qu'on accompagne ont entre 40 et 70 salariés dans les secteurs des ICC.
ICC typiquement. Donc c'est tout à fait, aussi important pour les plus petites structures. Donc premièrement, et puis une entreprise qu'on va accompagner, c'est aussi une entreprise qui est peu mature sur ces sujets, qui ne sait pas par où commencer. Donc encore une fois, ça s'adresse à tout type d'entreprise. On n'est pas obligé d'aller tout de suite sur de la grosse PME. Et on n'a pas de minimum de chiffre d'affaires en termes d'éligibilité. Donc encore une fois, les petites structures sont tout à fait éligibles. Ok, merci Romane. Donc si j'ai bien compris, les diag, c'est un peu ma porte d'entrée quand je ne sais pas trop par où démarrer ma transition énergétique. Je commence ou bien par un bilan carbone, ou bien par un diag éco-conception pour revoir un peu la conception de mon offre. Une fois que je suis plus mature, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Ou en tout cas, si jamais j'ai encore des freins qui subsistent dans ma stratégie, qu'est-ce que je peux faire? Ils vont être là, les freins, parce que ça, ce sont des bonnes portes d'entrée, ce qu'on a évoqué, et une façon de se donner de première boussole. Mais il y a des, sachez-le, il y a du refus d'obstacles. C'est normal qu'il va arriver à un moment donné ou un autre si vous vous arrêtez à ça. Et en particulier, je peux le dire puisque c'est sur un échantillon statistique, une méconnaissance de certains enjeux qui pourraient vous faire passer à côté de bons arbitrages. Je peux citer l'exemple de l'eau, par exemple. Aujourd'hui, il y a des industries, des outils industriels en France à qui on interdit d'utiliser de l'eau. Donc je ne parle même pas du coton, puisqu'on est dans les industries culturelles et créatives, du coton qui est gourmand en eau et qui subit un stress hydrique. Donc l'eau arrive, mais elle a été largement oubliée dans le panel de la considération des enjeux de l'entreprise jusque-là, et ça n'est qu'un exemple. Donc méconnaissance de certains enjeux, et puis... quand je disais refus d'obstacles, on se dit, on ne se le dit pas, mais en tout cas, il y a un enjeu de conduite du changement et de comprendre quelle gouvernance on va mettre en place autour de ces sujets dits de RSE ou de transition écologique et sociale. Et là, on peut avoir besoin à un moment donné, pour monter en maturité, passer un seuil, de se faire accompagner. Et aussi de travailler en collectif. C'est assez vertueux de se dire d'aller rejoindre un certain nombre de pairs sur ces sujets pour, encore une fois, aller chercher un catalyseur, un accélérateur. Et là aussi, je pense que vous avez quelque chose à pouvoir proposer pour travailler justement de manière collective et collaborative. Ok, alors du coup, Anne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est qu'un accélérateur? Et oui, merci pour le passage de relais. Effectivement, quand on a posé un peu ces premières briques, par exemple avec un diag réalisé avec BPI France et l'ADEME, on peut aussi être accompagné pour passer à l'étape supérieure. Pour ça, on a conçu un accélérateur avec le ministère de la Culture qui va paraître dans les prochains mois et qui est dédié à l'accompagnement de la transition environnementale de toutes les entreprises culturelles. Charlotte parlait tout à l'heure de la French Touch et de sa raison d'être, de connecter toutes les verticales des ICC ensemble et de créer cette dynamique. Et les accélérateurs sont là pour ça. C'est un programme qui se veut ouvert à tous, qu'on ait ou pas initié cette première brique, qu'on soit déjà engagé dans une démarche de transition environnementale pour son entreprise ou pas. Ne vous censurez pas. Quand le programme paraîtra, il est à destination des PME comme la plupart des accélérateurs de BPI France. Ok, alors est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur le concept déjà de l'accélérateur? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que je vais retrouver dans un programme de ce type-là? Alors un accélérateur, à ne pas confondre avec l'incubateur, c'est vraiment un programme à destination des petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi je vous disais, ne vous censurez pas. C'est un programme qui a été conçu avec bien sûr un certain nombre de critères à l'entrée, mais qui a été vraiment conçu pour les petites et les moyennes entreprises de toutes les ICC. On a accompagné depuis 7 ans 5000 PME avec BPI France. Sur ces 5000 entreprises, 1 sur 10 est une entreprise culturelle. On a par le passé ou actuellement accompagné des accélérateurs pour le compte du ministère de la Culture, toujours pour les filières architecture et design, pour les métiers d'art, musique et spectacle vivant. Avec d'autres partenaires, on opère les 4e et 5e promotions des accélérateurs Modelux ou cinéma audiovisuel. Donc ce sont des filières à laquelle on est rompu. Et qu'est-ce que vous allez y retrouver? Parce que c'était surtout ça qui allait nous intéresser. Il y a les 3 piliers de l'accompagnement BPI France,
avec vraiment 2 volets. Il y a un premier volet qui est le collectif. Donc c'est ce que tu disais, Aurore, s'embarquer avec ses pairs. C'est toute la raison d'être de la French Touch et des accélérateurs, de travailler ensemble sur les enjeux de son entreprise et des PME en général. On va avoir de la formation sur du temps long, en se retrouvant tous les 2 à 3 mois pour 1 ou 2 journées pendant 1 an ou 2 ans. Adossé à ça, il y a quelque chose d'assez essentiel qui est la mise en réseau. Big aujourd'hui en est un exemple très fort. Moi, je suis en charge de l'accélérateur savoir-faire d'exception, par exemple, pour les métiers d'art. Il y avait 6 accélérés aujourd'hui qui se connectaient à une nouvelle promo. Voilà, c'est aussi une ouverture sur l'écosystème, sur tous les partenaires des filières institutionnelles, l'ADEME en l'occurrence pour l'accélérateur TE qu'on va lancer. Et à côté de ça, il y a un accompagnement individuel sur mesure. C'est peut-être aussi celui qui va avoir l'impact le plus puissant sur l'entreprise, puisqu'on va travailler sur les enjeux de chaque structure. C'est quelque chose que connaît bien Aurore, puisque ce volet conseil, avec des consultants, elle le pratique pour nous. Oui, absolument. Et donc là, on est effectivement sur un format assez classique, mais annuellement, BPI France et Utopie et d'autres, mais BPI France et Utopie, pour ne parler que de nous, accompagnent un certain nombre d'entreprises, et notamment des industries culturelles et créatives. Et ça consiste en du temps de conseil dans l'entreprise. Et donc moi, quand j'arrive dans une entreprise, je profite du temps d'état des lieux de départ pour aller sensibiliser la direction à des sujets sur lesquels il ou elle pense devoir monter en compétence. Donc il y a vraiment un temps de partage, formation. Et puis après, ensemble, on co-construit un plan d'engagement responsable pour l'entreprise. Ça veut dire une stratégie RSE, une politique RSE, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas des grands axes de travail dans lesquels on ne met pas tous les sujets de la RSE, ni même, on regarde toute l'entreprise, mais on ne met pas tous les sujets de la RSE. On arbitre précisément en fonction de ce que l'entreprise se sent en capacité de porter, en fonction de sa mission, sa raison d'être, son ADN, et puis c'est l'envie de ses collaborateurs. Et ça donne lieu après à un grand plan d'engagement, donc qui est quelque chose de stratégique, d'où l'intérêt du sponsorship des leaders de l'entreprise. Et puis ensuite, une traduction en plan d'action. Et c'est là que le facteur de succès, c'est la capacité de mettre en place ce plan d'action. Et par exemple, tu parlais de métiers d'art dans des entreprises accompagnées en lien sur les accessoires. J'ai une entreprise en tête qui a pris le parti, avec ce plan d'engagement RSE, de travailler sur le maintien de savoir-faire, la transmission de savoir-faire. Donc il y a tout un enjeu autour du patrimoine qu'on pourrait déclarer vivant. Et ça, c'était vraiment le cœur de la stratégie RSE, évidemment en ayant un œil sur la façon d'avoir une approche raisonnée sur ces matières et sa chaîne de valeur. Et puis j'en ai une autre dans l'équipement de la maison qui, à la faveur du travail en RSE, a pris une conscience assez forte de sa dépendance aux enjeux climatiques, à tel point qu'ils sont devenus aujourd'hui des espèces de champions de l'adaptation et l'atténuation au dérèglement climatique, avec une offre qui intègre du recyclable, du recyclable, de la réparation, de la capacité à entrer dans une stratégie circulaire qui n'était pas du tout dans leur prisme d'innovation au départ. Et ça a pu être catalysé par, au départ encore une fois, un accélérateur qui a fait prendre conscience de certaines choses et ils ont été poussés, et ce n'est pas le cas de tous les gens qui vont entrer dans l'accélérateur, mais ils ont été poussés par les équipes en place pour aller travailler sur la RSE. Merci pour ces précisions. Donc, si je récapitule, quand je rentre dans un accélérateur, je m'embarque dans un programme qui va durer entre 1 et 2 ans, dans lequel je vais avoir la combinaison de toute la recette magique de BPI France, avec du conseil individuel pour travailler sur la stratégie de mon entreprise, des formations pour me retrouver avec mes pairs et travailler pareil sur des sujets stratégiques pour moi, et l'accès, on va dire, au carnet d'adresses ou au réseau de BPI France. Maintenant, qu'est-ce qui diffère entre rentrer dans un accélérateur, tu citais savoir-faire d'exception par exemple, ou bien le programme que tu nous as un petit peu teasé et pour lequel tu ne peux pas dire grand-chose de plus parce qu'il est encore en construction. Mais voilà, pourquoi rentrer dans un programme dédié aux industries culturelles et créatives et quels vont être en fait les sujets dédiés à mon secteur d'activité ou à cette problématique de la transition énergétique qui vont être traités ?
Merci Charlotte, c'est exactement la grande différence entre les accélérateurs dédiés aux ICC qu'on a pu faire ou qu'on fait jusqu'à présent et ce programme qu'on a travaillé pour engager toutes les verticales des industries culturelles et créatives sur l'enjeu de la transition environnementale. On va aborder des thématiques qui sont les grands enjeux actuels des entreprises culturelles et qu'on a pu évoquer avec Aurore et avec Romane. Ça va être par exemple l'adaptation aux risques climatiques, notamment par exemple pour son bâtiment. Ça va être aussi la gestion de la performance énergétique de ces bâtiments, la gestion des flux de visiteurs qui sont amenés à se déplacer dans mon espace culturel, l'optimisation aussi des flux de visiteurs à l'intérieur de ces espaces. On va amener toutes les entreprises culturelles à travailler sur l'intégration d'une stratégie environnement dans la trajectoire de l'entreprise. Les accélérateurs sont là pour vraiment challenger et redéfinir la stratégie de l'entreprise. Là, on va injecter la notion environnement pour qu'on puisse l'imbriquer et pour que ça fasse sens, pour qu'on ne perde pas d'impact ou que l'impact ne soit que positif sur son business, qu'on puisse y embarquer ses équipes. Et voilà. Ok, merci. Alors moi je suis convaincue de la pertinence du modèle. Néanmoins, s'il y a des chefs d'entreprise ici, je me dis entre 1 et 2 ans, c'est quand même long, c'est quand même un investissement. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps d'être capable de me dégager suffisamment de temps, en tout cas pour m'investir. Alors comment ça se passe concrètement? Parce qu'un an, c'est long. Alors, les accélérateurs, d'une manière générale, on en lance 50 par an. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'êtes pas une entreprise des ICC, que vous passiez par là parce que l'enjeu TE ou parce que vous aviez envie d'en savoir plus sur l'accompagnement de BPI France d'une manière générale vous intéresse. On accompagne à peu près 1000 PME par an, avec aussi quelques accélérateurs spécifiques pour les startups et bien sûr des accélérateurs ETI qui sont la dernière brique de ce continuum d'accompagnement. On a toujours cette réflexion de « je n'ai pas le temps ». Et les accélérateurs ont pourtant été conçus pour les dirigeants et dirigeantes des PME. On a totalement conscience de cet enjeu-là. Évidemment, sur 12, 18 ou 24 mois, on vous laisse relativement tranquille. On va se retrouver en session collective avec votre promo plutôt 1 à 2 jours tous les 2-3 mois. Et ensuite, pour le volet conseil, il s'agira simplement de se dégager un petit peu de temps pour embarquer les équipes conseil et les consultants qui vont ensuite travailler, eux, sur vos problématiques. Et le temps en fait, il sera chez eux. Ils travaillent pour vous. Ok, merci de nous avoir rassurés sur ce point. Les filles, est-ce que quelqu'un a oublié de dire quelque chose? C'est le moment. En tout cas, moi, c'est pas forcément un oubli, mais je peux rebondir sur la question du temps. C'est c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Il y a une vertu au temps long. Donc, un accélérateur qui est sur la durée, c'est pas mal pour faire maturer le sujet. En tout cas, ça peut l'être. Et puis, la question du temps, elle est à la fois centrale et on peut la contourner en changeant son prisme, en fait. Vous allez forcément continuer d'avoir des injonctions contradictoires et d'avoir des injonctions de très court terme, voire de très 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 court terme. Et si vous êtes dirigeant, pensez à vos acheteurs à qui vous allez demander de faire autrement dans la chaîne de valeur alors qu'ils sont déjà en train de galérer à trouver la ressource pour reproduire aujourd'hui. Donc ça ne changera pas. Donc l'idée, c'est se donner la capacité de diagnostiquer pour arbitrer, pas être de tous les sujets, mais être sur les bons sujets. Aujourd'hui, on parle des sujets matériels, pour ceux qui travaillent un peu la CSRD, mais peu importe, les sujets clés pour l'entreprise, donc c'est pour ça que je parlais d'offres tout à l'heure. Donc un minimum de diagnostic pour savoir, et puis, si ça ne suffit pas, donnez-vous aussi votre mission, votre raison d'être comme boussole. Et ensuite, il faut que la direction soit embarquée, c'est impératif. Ça va être ultra compliqué si vous entrez dans ces sujets sans l'appui, j'allais dire, plein et entier de la direction. Si vous avez ces 3 paramètres-là, la question du temps ne sera plus un problème. L'idée, encore une fois, ayez-le en tête, c'est que ces sujets-là, qui sont peut-être nouveaux, décarboner, éco-concevoir, travailler avec ses pairs, il faut que ça ne vienne pas en plus. C'est nouveau, donc vous allez dire, bah oui, c'est nouveau, donc c'est en plus, mais il faut que ça vienne dans les plans d'action de l'entreprise. Je travaillais hier avec
une promotion d'accélérer, pas par BPI France, mais sur le domaine alimentaire, où ils ont travaillé ensemble sur leur plan de décarbonation. Donc ça pourrait ressembler. Les retours d'expérience, c'est dire, en fait, la crainte était surtout qu'on n'ait pas l'expertise, parce que les sujets deviennent techniques, mais ça, l'accélérateur ou le consultant, dans le meilleur des cas, il l'apporte. Leur crainte à eux, c'était ça, c'était l'expertise. Donc ça, on peut l'apporter. Elle disait, une des responsables d'une entreprise participante disait, mettre la RSE au cœur des plans d'action, en réalité, ce n'est pas un sujet. Si on a compris les sujets, des plans d'action, on en fait tout le temps. Donc, de la gestion de projet, on en fait aussi. Donc il s'agit juste de regarder les choses avec un prisme un peu différent. Merci pour ton complément. Effectivement, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que ces programmes, que ce soit des diag ou des accélérateurs, sont des dispositifs qu'on connaît depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, on est au stade où ils sont quand même parfaitement optimisés pour préserver votre temps, justement. Donc profitez-en. Par ailleurs, ces sujets de transition énergétique, c'est maintenant qu'ils se posent à vous. Et les partenariats avec l'ADEME ou en tout cas le plan France 2030, c'est aujourd'hui que ces plans-là existent et que les dispositifs existent. Donc profitez-en tant qu'ils sont là. Au final, si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, en profiter ou candidater, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, premièrement, on se tient à votre disposition toutes les 4 pour répondre à vos éventuelles questions complémentaires. Ensuite, si vous avez des portes d'entrée dans vos directions régionales BPI France, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels. Ils connaissent parfaitement ces dispositifs-là. Et puis, pour finir, Internet. Il suffit de taper DIAG ou bilan carbone BPI France. On est relativement bien référencé normalement. Pareil, accélérateur BPI France, vous verrez en fait l'intégralité de nos programmes et vous aurez accès à des formulaires pour pouvoir postuler ou candidater en ligne. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, il nous reste quelques petites minutes si jamais vous avez quelques questions. On est là pour y répondre. Il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est toujours le premier qui a le mauvais rôle, mais n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question en tout cas. C'est qu'on a été clair. Ah non, il y a quand même une question. Le micro arrive, le micro arrive. Ah, 2 questions. Ah. Oui, bonsoir. Je voulais vous dire, si vous touchez un peu les comportements, le behavior écologique des gens, peut-être vous arrivez aussi à changer beaucoup dans ce que vous avez dit, l'environmental impact analysis. Et moi, je travaille beaucoup sur ce sujet parce qu'en fin de compte, si on travaille beaucoup sur les comportements des gens, on arrivera bien à économiser beaucoup de choses. Et quand on arrive à l'individuel, on arrivera aussi à faire beaucoup plus de rendement, efficiency, in environmental impact analysis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. Et quand on parle aux industries culturelles et créatives, c'est pas mal aussi de dire qu'il y a un changement culturel qui doit s'opérer et que vous êtes plutôt, en tout cas si vous faites partie de ce secteur, plutôt extrêmement bien placé pour le porter. Parce que vous avez un rayonnement qui va, et une part d'influence qui va parfois au-delà de votre part de marque et part de marché. Donc, de toute façon, aujourd'hui, il y a un accompagnement en RSE et je ne connais pas par cœur, même pas du tout, le programme du futur accélérateur sur la transition écologique, mais ça ne peut pas se faire sans cette question culturelle et travailler sur autre chose que des aspects très rationnels. Donc, c'est très bien d'être capable de mélanger les deux. Vous parliez de financement et de subventions surtout. Est-ce que vous allez chercher d'autres consultants ou c'est que des consultants BPI? Alors, on ne fait rien en interne, c'est-à-dire que nous-mêmes, étant BPI France, on n'agit pas chez nos clients, on fait entièrement sous-traiter cette partie-là à des experts, des bureaux d'études, cabinets de conseil qui sont répartis sur tout le territoire. Donc non, c'est jamais fermé en soi, les appels à manifestation d'intérêt. On peut en discuter peut-être en parallèle, mais dans l'ensemble... on capte des cabinets de conseil et bureaux d'études sur tout le territoire, sur toute thématique sectorielle, etc., sur toutes les thématiques de transition environnementale qu'on adresse. Et donc, on est preneur, évidemment, de nouveaux bureaux d'études ou cabinets de conseil, si vous en faites partie, bien sûr.
Et côté accélérateur, les consultants et consultantes qui interviennent sur les parcours conseils font tous partie d'un vivier où chaque consultant est habilité Intuiti Personnel, c'est-à-dire pour son expertise, et on exige d'eux, on en a à peu près 500 dans le vivier, on exige d'eux qu'ils aient été très fortement au contact ou directement investis au sein d'une PME, en plus de leur expertise sur toutes les thématiques clés d'une PME. Merci. Le temps semble écoulé. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Charlotte.